Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Guerriers scandinaves, il n'y a pas que les Vikings dans le Nord, parce que dès qu'il est question de Scandinavie médiévale, un mot nous vient tout de suite en tête, Viking. Et aussitôt, une image mentale s'impose à nous, celle de guerriers, barbus, terrifiants, armés avec des casques à cornes. Alors déjà, nous savons que ces casques sont une invention tardive, nous pouvons les enlever. Nous savons aussi qu'ils n'étaient pas tous barbus, alors rasons-les. Que reste-t-il ? La violence. De la colère des hommes du Nord, ô Dieu, délivre-nous. Ce cri monte d'innombrables églises alors que les Vikings se répandent dans toute l'Europe, de Hambourg à Bordeaux. Les longs bateaux des hommes du Nord, bas sur l'eau, la proue ornée d'un dragon rouge, remontent silencieusement les estuaires et les fleuves, apportant avec eux le feu, le viol et le pillage. Ils ravagent, ils dépouillent, ils détruisent, ils brûlent. Ils sont fous, ces Vikings. Ils sont authentiquement fous, ces Vikings. Petit clin d'œil à Astérix et Obélix, avec toute cette réflexion que nous pouvons avoir sur la violence viking. Bonjour Hugo Fresnel. Bonjour. Bonjour Jean-Louis Parmentier. Bonjour. Je commence tout de suite avec vous deux. Violence est toujours associée à viking. On peut déjà rappeler que viking, ce n'est pas l'ensemble du peuple, c'est un métier. Être viking, ça veut dire prendre la mer, c'est ça, Hugo Fresnel? Oui, tout à fait. Un viking qu'on écrit maintenant plutôt avec une minuscule qu'une majuscule, justement pour différencier du peuple, c'est avant tout une activité. C'est le fait de partir en expédition, alors prendre la mer pour le commerce, pour aller faire la guerre. En tout cas, plusieurs activités qui servent à l'enrichissement d'une partie de la population scandinave. Jean-Louis Parmentier? La violence, bien sûr, toujours, on ne peut pas s'en défaire. Oui, alors seulement les Vikings ne sont pas les seuls à être violents dans ces périodes-là, puisque les populations avec lesquelles ils sont en contact sont violentes également ou tentent de réguler la violence. Donc oui, c'est surtout en fait les auteurs chrétiens qui ont marqué justement, enfin si on prend les textes latins par exemple, voire même par la suite les sagas, hein, Victor je pense on parlera aussi, on essaie de mettre en avant justement cette débauche de violence lors des raids, lors des guerres, lors des pillages, mais peut-être que parfois on oublie aussi que les Francs étaient tout aussi violents, pillaient également, hein, les Carolingiens pillaient énormément justement leurs voisins par exemple, et c'est pareil pour les rois anglo-saxons, voire même l'Irlande, que j'aurai peut-être l'occasion aussi de développer ici avec les chefs de clan. Vous allez avoir l'occasion d'en parler avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire également. Victor Barabino, bonjour. Bonjour. C'est vrai, hein, on a du mal à se départir de cette image mentale qui s'impose à nous, mais à travers le cinéma, à travers la littérature, c'est la violence. Oui, mais en même temps, il faut noter que les sociétés scandinaves de cette époque sont également capables de faire la paix. Elles ne sont pas uniquement capables de faire la guerre. On a des études actuellement en cours ou qui ont déjà été menées, hein, qui nous montrent que les Vikings savaient très bien négocier avec les puissances environnantes, notamment les royaumes francs, et qu'ils ont eu à plusieurs reprises l'occasion de faire des traités de paix avec eux. Et peut-être que l'exemple le plus emblématique, on le connaît bien puisqu'il est de nos contrées, c'est celui de Rollon qui acquiert le duché de Normandie en 911 et qui par là va promettre de protéger le territoire franc des invasions scandinaves dont il faisait à l'origine partie. Victor Barabino, vous êtes docteur en histoire médiévale, vous êtes inter à l'Université de Lorraine et votre thèse portait sur les guerriers d'Odin aux chevaliers du Christ. Donc on voit qu'il y a cette évolution, les relations combattant-divinité dans la diaspora scandinave médiévale au prisme de la christianisation. Ah bah oui, c'est un titre de thèse. Qui l'a dirigé cette thèse ? Alban Gauthier, que vous aurez également cette semaine. Ben oui, nous avons les spécialistes et ce qu'on veut aujourd'hui dans le cours de l'histoire, c'est voir où l'on en est du travail sur cette Scandinavie médiévale. Vous associez dans votre thèse les combattants aux divinités. Est-ce qu'il y a une spécificité scandinave dans la mythologie avec beaucoup de dieux guerriers ?
Alors c'est ce qu'on pensait à la base, et c'est le postulat duquel je pars effectivement, et puis on se rend compte qu'en fait il y a une multitude de dieux qui ont des attributs guerriers. Ce sont pas forcément d'ailleurs ceux auxquels on pense d'abord, mais c'est vrai qu'Odin tient une place très importante parmi eux. Et puis surtout ce que l'on découvre et ce sur quoi ont porté mes recherches, c'est que les figures du christianisme font leur entrée progressivement dans ce panthéon des divinités guerrières, au premier rang desquels le Christ, mais aussi un ensemble de saints chrétiens que les Scandinaves se mettent à vénérer à partir du Xe, XIe siècle. Eh bien, installons-nous au banquet des guerriers chez Odin. Elles sont appelées Valkyries. Odin les envoie à toutes les batailles afin de désigner les hommes qui doivent y trouver la mort et décider de la victoire. Montés sur leurs chevaux, Gun, Hota et Skuld, la plus jeune des Normes, vont constamment, elles aussi, désigner les guerriers qui doivent mourir sur le champ de bataille et décider de l'issue des combats. Daniel Königsberg qui nous faisait cet extrait d'un texte, Edda, en prose. Alors c'est complexe, parce que ici se pose toute la question des sources. Ici, c'est le banquet des guerriers chez Odin au Valhalla. Dites-nous, Victor Barabino, quelle source peut-on utiliser pour comprendre, saisir, essayer de s'y retrouver dans cette mythologie scandinave ? C'est tout un problème, c'est extrêmement complexe. Pour ce qui est de la mythologie en elle-même, nous n'avons en fait que très peu de sources, et des sources qui sont extrêmement tardives. La principale étant Snorri Sturluson, avec son Edda en prose, qui, donc en trois livres, qui nous fait le récit au XIIIe siècle de mythes qui sont censés avoir eu cours des siècles avant, voire peut-être même millénaires avant. Donc effectivement, on a des sources qui sont plutôt tardives. Cela étant, on a quand même aussi des traces archéologiques qui datent de l'époque viking, avec parfois des représentations de certains dieux, Odin par exemple. Et puis on a également de la poésie qui dès la fin de l'époque viking nous documente un petit peu sur certains mythes. Mais c'est vrai que notre corpus au sujet des mythes est quand même chancelant et à prendre avec beaucoup de prudence. Je pense en particulier à Snorri Sturluson, dont on vient d'entendre un extrait et qui nous cite ici le banquet du Valhalla, en parlant des Valkyries, de la manière dont ces femmes, aux aspects guerriers, je parlerai pas de guerrières ici exactement, ce sont les femmes en fait qui récupèrent les guerriers sur le champ de bataille pour les emmener au banquet d'Odin. En tout cas, c'est ce que nous raconte Snorri Sturluson. Et puis donc ces Valkyries, vous le savez, ont quand même eu une grande influence sur la culture populaire aujourd'hui. On les voit un peu partout. Et ce sont des représentations qu'on hérite effectivement de Snorri Sturluson, avec cette idée que ces femmes accompagnent les guerriers à la mort sur le champ de bataille, puis ensuite au banquet d'Odin où elles leur servent l'hydromel. Voilà, donc on a ici tout un décor de mythologie qui nous est resté jusqu'à nos jours. Oui, avec ce moment 19e siècle où tout cela est retrouvé, interprété, et c'est notre héritage aujourd'hui encore. Dès que nous évoquons ces dieux de la mythologie scandinave, il y a bien sûr tout le cinéma actuel, très contemporain. On pense à Thor notamment. On a Odin. Thor, c'est le fils d'Odin. Odin et Thor, des dieux guerriers. Alors effectivement, ce sont parmi les plus guerriers des dieux. Cependant, il faudrait être assez prudent et ne pas parler de dieux de la guerre, je pense. En tout cas, c'est ma conviction, c'est qu'on avait plutôt tendance à les présenter de cette manière-là, au risque de minimiser le fait qu'ils ont beaucoup d'autres attributs. Odin est aussi un dieu de la sagesse, de la poésie, de la magie. Enfin, c'est un dieu magicien avant toute chose. Thor, lui, il est vrai, a quand même plus des aspects guerriers en priorité. Il est armé, il est vêtu d'un équipement militaire, nous dit Snorri, encore une fois. Alors évidemment, on s'appuie sur Snorri, mais il faut savoir que Thor a aussi cet attribut du tonnerre. Il est lié à Wotan. Enfin, c'est un dieu germanique ancien. Donc, il pourrait avoir aussi d'autres caractéristiques que simplement la guerre. Avec cette complexité des mondes scandinaves. Jean-Louis Parmentier, vous êtes doctorant en histoire médiévale à l'université de Caen-Normandie. Votre thèse s'intitule « Rançon et rachat des captifs en Europe du Nord, du 7e au 12e siècle, sous la direction de... » d'Allemand Gauthier. Eh ben voilà. Quand on évoque ici les Vikings, nous résumons l'ensemble du monde guerrier de cette Scandinavie sous une appellation. C'est plus complexe en réalité, il n'y a pas que les Vikings comme guerriers.
Oui, tout à fait. Alors, déjà, bon, comme l'a rappelé Hugo tout à l'heure, ce sont qu'une partie des Scandinaves qui, en fait, prennent les armes, partent, en fait, justement, dans un but d'enrichissement, dans un but de commerce. C'est aussi se poser la question, sont-ils les professionnels, ceux qui partent, sont-ils les professionnels du combat, ou sont-ils les amateurs aussi également, justement? C'est une question très intéressante. On suppose aussi que ceux qui partent sont relativement jeunes, puisque nous sommes aussi dans des âges où on meurt, justement, relativement jeunes. Donc, il y a tout aussi cette fougue qui va avec cette jeunesse, et on a l'impression aussi qu'il n'y a pas de limite en fait dans la débauche de violence, ou comme tout jeune le ferait en fait dans une armée. Et donc ils sont en contact d'autres guerriers, comme les Irlandais par exemple, qui eux ont l'habitude aussi. Alors quand ils arrivent, je veux dire, on a les premières mentions de raids, de pillages au début justement du 9e siècle. Quand les Scandinaves donc arrivent là-bas, ils sont face justement à une société irlandaise absolument pas unifiée, complètement morcelée, beaucoup de chefs de clan qui ont l'habitude aussi justement de s'entretuer, de piller, de s'adonner aussi à certaines formes de négociations, notamment aussi au niveau des captifs. Et donc ça va être aux Scandinaves justement d'observer justement cette société-là, d'essayer de s'insérer, d'essayer d'en tirer le meilleur parti, et pourquoi pas aussi parfois en s'appuyant sur des élites locales. Alors par exemple, on est aux alentours de 845, ils vont capturer un abbé, il s'appelle Foridan, alors et c'est l'abbé d'Armagh, donc c'est quelqu'un d'assez puissant, je veux dire, en Irlande, et on ne sait pas s'ils veulent le rançonner, mais en tout cas, elle a probablement servi d'interlocuteur, puisque bon, les dialectes sont complètement différents. Il a dû servir d'interlocuteur, il a pu aussi les mener aussi peut-être sur certaines voies ou sur certains sites de pillage. On sait qu'il a amené à bord des navires, et donc dans ce qu'on appelait la chronique d'Irlande, qui sont plusieurs sources compilées et réécrites au fil du temps, eh bien il réapparaît l'année d'après, il est libre, et il a avec lui justement aussi les reliques de Saint-Patrick, parce que ça aussi c'est ce qu'on retrouve dans certains raids, dans certains pillages. Quand les Vikings veulent faire des captifs, ils prennent donc les personnes, et ils prennent parfois aussi justement les objets qui vont avec, peut-être pour les vendre séparément, pourquoi pas, ou alors les vendre et faire une plus-value avec justement la personne dans le cadre, pourquoi pas, d'une rançon. Et oui, il faut se départir de cette image de l'Occident qui s'oppose à des Vikings, et avec ici un filtre qui serait impossible à franchir, qui serait deux mondes de civilisation différentes. Hugo Fresnel, vous avez travaillé sur la Normandie, vous êtes docteur en histoire médiévale et à terre à l'université de Caen-Normandie. Votre thèse s'intitule Violentia Normanorum, la violence des Normands, on va le dire comme ça, conception et usage de la violence du prince dans les mondes normands médiévaux, 911. C'est-à-dire le moment à partir du traité de Saint-Clair-sur-Epte où les Normands s'installent en Normandie, à 1154. Il y a des contacts tout le temps, il y a des échanges. Oui, tout à fait. Et peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Louis, je pense qu'il est important aussi de noter que parmi ces Vikings, tous ne sont pas scandinaves. Les Vikings s'installent en particulier autour des îles britanniques, des Hébrides, des Orcades en Irlande, et petit à petit, en fait, ces bandes vikings vont aussi se constituer de locaux qui vont trouver dans les expéditions des opportunités pour aller prendre la mer et pour s'enrichir. Et finalement, et c'est le cas aussi dans les bandes qui arrivent en Normandie autour de Rollon, c'est pas des bandes qui arrivent directement de Scandinavie et qui s'opposeraient à une population locale, c'est aussi un mélange de populations des îles britanniques, de Scandinavie, peut-être de plusieurs régions de Scandinavie. Donc c'est aussi, justement, comme vous le disiez, pas cette séparation nette et tranchée entre, disons, Occident et Scandinavie. Oui, parce qu'en 911, quand la Normandie devient normande, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de contact auparavant, ça ne veut pas dire que les Normands n'étaient pas déjà installés auparavant. Exactement, et même c'est même le contraire en fait, parce que si la fondation du duché de Normandie par Rollon a fonctionné, c'est justement parce que Rollon était déjà inséré dans les réseaux francs, il connaissait des aristocrates locaux, il avait des alliances matrimoniales, il était probablement en lien avec l'archevêque de Rouen à cette période, qui a servi, alors d'après Dudon de Saint-Quentin, notre principale source sur la question, qui est un petit peu plus tardive, plutôt du début du XIe siècle. Mais en tout cas, Dudon insiste sur l'importance des relations entre Rollon et l'archevêque de Rouen, et donc en effet sur cette insertion d'un chef scandinave déjà dans le futur territoire qui lui sera concédé.
Victor Barabino, là aussi la question pourrait se poser sur l'aspect mythologique de cette lecture que nous avons de la mythologie qui nous vient de différents textes et que l'on va retrouver comme une évidence en toile de fond de tout notre récit. Est-ce qu'il faut prendre une distance avec cette mythologie, penser qu'elle est complètement hermétique à toute autre mythologie? Est-ce qu'il y a des regards, des échanges avec d'autres croyances et pas spécifiquement liées à ce monde viking ou en tout cas au territoire qui nous intéresse, le Danemark, la Norvège et la Suède? Très certainement, il y a des influences du fait des contacts que les Scandinaves ont eu de tout temps en fait avec d'autres peuples, puisque comme l'a montré Lucie Malbos dans un ouvrage très récent, je crois que vous avez eu Lucie d'ailleurs récemment à l'antenne aussi, les Scandinaves ont eu des liens avec le monde romain depuis les premiers siècles de notre ère. Ils ont eu ensuite des liens avec bien sûr les peuples, des contacts avec les peuples germaniques, avec les peuples slaves. On a des installations scandinaves dans l'est de l'Occident médiéval, donc dans la Rousse, ce qui sera la future Russie. Donc effectivement, il y a des contacts avec Byzance aussi. Ils vont jusqu'à avoir des contacts avec l'islam, puisqu'ils iront jusqu'à Bagdad, les Vikings en particulier. Donc il y a énormément de contacts qui font que le panthéon scandinave en lui-même va évoluer au contact de ces différentes religions et cultures que les Scandinaves rencontrent. Et c'est le cas effectivement du christianisme dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a très certainement d'autres influences religieuses, puisque la religion scandinave n'en était pas une, si je puis dire. Les croyances que les Scandinaves avaient avant d'adopter la foi chrétienne étaient des croyances extrêmement malléables, qui n'étaient pas du tout dogmatiques et qui étaient extrêmement ouvertes sur d'autres conceptions et d'autres croyances. Ce qui fait que, par exemple, même lorsque la christianisation avance en Scandinavie, eh bien le Christ se mêle en fait au panthéon scandinave dans les premiers temps, un peu comme s'il était une divinité parmi d'autres. À bout d'un seul coup, il se retrouve camarade avec son pote, le dieu forgeron. Un de ses poèmes, un des plus anciens sans doute et des plus saisissants, nous rapporte la légende de Wieland, le forgeron à l'habileté miraculeuse qui habite avec ses frères dans une vallée près d'un lac. Un jour, 3 femmes cygnes viennent à tire-d'aile au-dessus de la demeure de Wieland et dépouillent leurs ailes de cygne, se baignent dans le lac. Wieland et ses frères s'emparent de leurs ailes restées sur le rivage et peuvent ainsi les garder comme captives et bientôt comme épouses. Elles les quitteront le jour où elles pourront remettre la main sur leurs ailes. Ce motif des femmes cygnes est évidemment surajouté. Voici le thème primitif de l'aventure. Un roi du voisinage s'empare de Wieland, et pour être bien sûr de le garder comme captif, il lui fait trancher les tendons des pieds et des genoux. Wieland est obligé de mettre son travail et son art au service du roi. Mais il se venge. Il tue les fils du roi et lui envoie leur crâne, dont il a fait des coupes artistement enchâssées. Il attire la fille du roi dans sa forge et abuse d'elle. Puis, il se fabrique des ailes et s'envole en révélant à son persécuteur la façon dont il s'est vengé. C'est la légende ailée de Wieland le forgeron, thème que plus d'un auteur moderne a repris et développé. Ah bon, on le retrouve un peu partout, c'est sûr, les femmes cygnes, ça évoque le lac des cygnes. Wieland, dieu forgeron chez les Saxons, Volund dans la mythologie nordique. Dites-nous, Victor Barabino, ici c'était Alfred Jolivet, un professeur d'université à la faculté de Paris en 1958, qui nous racontait cette histoire. C'est une violence associée aux Vikings, ce que nous disait Jean-Louis Parmentier, parce que les textes chrétiens ne peuvent que dénoncer la violence des Vikings. Avec la christianisation, est-ce qu'on voit la violence disparaître peu à peu, au moins dans les textes ? C'est une excellente question que j'ai traitée dans ma thèse, effectivement, et c'est la question qui m'a obsédé pendant toutes ces années de thèse. Est-ce que le christianisme apporte un pacifisme, pourrait-on dire ? Et véritablement, ce qui m'a semblé, c'est que, en fait, non. Le christianisme apporte en fait de nouvelles raisons de faire la guerre. Il apporte plutôt une nouvelle rhétorique guerrière qu'une rhétorique de paix, même si cette rhétorique de paix existe et qu'elle se développe en parallèle. La rhétorique guerrière du christianisme est très présente en Scandinavie.
Scandinavie. On a des représentations du Christ guerrier, on a également la rhétorique des croisades qui se diffuse, et les Scandinaves vont participer aux croisades dès le XIe siècle, XIIe siècle. Il y a également des croisades qui se développeront dans le nord de l'Europe, les fameuses croisades nordiques ou croisades baltes. Donc le christianisme ne les apaise pas pour autant. Cela dit, il leur donne aussi des éléments pour communiquer avec les civilisations et les populations et les sociétés franques. Et je pense que ce langage commun, ces valeurs communes, a pu peut-être favoriser des contacts un peu plus pacifiques, effectivement. Avec cette question de la violence dans ces mondes, alors on l'entend bien, pas uniquement ces mondes scandinaves, vu que il y a cette violence qu'on va retrouver liée à la période un peu partout en Europe, et puis dans cette violence-là, il y a la violence guerrière bien sûr, et puis il y a la violence de l'individu qui est capturé et rançonné. Et non un ennemi. Moi, je deviendrai chrétien. Un extrait de la série Viking. Ah bah oui, Jean-Louis Parmentier, document historique. Oh, c'est pas une saga, mais ça permet de réfléchir. On entend dans cet épisode comment un homme qui est aux mains des Vikings va être libéré contre une rançon, bien sûr, mais avec la condition que les Vikings se convertissent au christianisme. Dans cette violence-là, la violence de la rançon, la violence des personnes enlevées, c'est ce que vous avez étudié. C'est quelque chose en marge ou c'est vraiment une pratique courante des Vikings à côté des raids? Alors, concernant le cas de la captivité, ce qui m'a rapidement sauté aux yeux, c'est que se passe-t-il justement quand il y a des batailles qui opposent justement des Vikings aux autres peuples, et que se passe-t-il lors des raids ? Il semblerait, j'ai bien le semblerait, que les captifs soient surtout pris lors de raids et moins lors de batailles. Visiblement, les Vikings, lors des batailles, ne feraient pas de survivants, ne feraient pas de quartier. Alors, on a le cas de la bataille de la Gueule, on est en 891, où là, les Vikings ont pris des captifs, mais les ont tous égorgés. Étrangement, ils ont pas réclamé de rançon, enfin du moins, on n'en sait pas plus. Et on a aussi cette mention-là dans les miracles de Saint-Germain, où à un moment donné, les Vikings, donc se battent contre les Francs, prennent environ 111 captifs, et pour railler un petit peu les chefs francs, pour les provoquer peut-être aussi une guerre psychologique, pour leur faire peur, ils égorgent devant les chefs francs, en rigolant justement, ces fameux captifs. Par contre, ils sont beaucoup plus présents lors des raids, et c'est aussi intéressant de s'interroger sur le sexe et l'âge aussi des personnes qui sont prises. On a des femmes, on a des enfants, on a, je l'ai expliqué tout à l'heure, des personnages de haut rang, notamment comme les évêques, et le tout, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il advient justement de ces personnes-là. Alors, les femmes peuvent, alors ça, c'est ce que nous dit Richer, avec toute la précaution à prendre avec ce qu'il nous dit, mais il nous dit à un moment donné, voilà, les femmes sont prises justement pour servir à la prostitution. Dans d'autres cas, on le sait très bien, ces femmes peuvent être emmenées aussi en Scandinavie, donc pas forcément vendues en fait en tant qu'esclaves, emmenées en Scandinavie pour servir justement dans l'intendance, pour servir aussi de concubines, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans des sociétés, je pense que Victor en parlera à mon avis après, dans des sociétés très masculines où il y a une certaine forme de compétition justement pour ramener le plus de richesses, compétition également justement pour avoir la gloire, bien évidemment, et compétition que je peux aussi qualifier de compétition sexuelle, avoir justement réussir à capturer le plus grand nombre de femmes et ramener peut-être le plus grand nombre de femmes. Concernant les sommes sont très laconiques justement à ce sujet. Là, dans l'extrait que vous venez de nous présenter, il est question d'or et d'argent, effectivement, c'est ce qui revient souvent. Et les sommes, parfois, sont assez curieuses. Par exemple, dans la chronique anglo-saxonne, sur l'épisode justement de la capture de l'évêque Alphège de Canterbury et sa demande de rançon, on est à peu près à 3000 livres. Et par contre, un évêque gallois, donc Chiffelog, on est à peu près dans les mêmes années, c'est 40 livres.
Voilà, donc quand on a des chiffres, c'est très intéressant justement de les comparer, de voir un petit peu, quelle est la valeur qu'on peut mettre justement sur ces individus. Et je pense que pour faire ça aussi, il ne faut pas mettre de côté les autres sciences annexes de l'histoire, comme la sociologie, l'anthropologie historique. Je fais référence notamment à Nathaniel Heinisch, qui a écrit un excellent ouvrage justement sur la valeur des individus et qui peuvent servir à essayer de comprendre justement ce que vaut un homme, ce que vaut une femme ou ce que valent des enfants. Ah oui, c'est ça la question. Que vaut un évêque? Ça, on le sait pas. Mais attendez, on va en capturer un. Le samedi, l'armée de païens se mit en colère contre l'évêque parce qu'il ne voulait pas leur promettre d'argent et qu'il interdisait qu'on paye pour lui. Ils étaient aussi très ivres, car on avait apporté du vin du sud. Ils se saisirent de l'évêque et l'amenèrent à leur assemblée la veille du dimanche de l'octave de Pâques, qui était le 19 avril, et le mirent honteusement à mort. Ils l'assommèrent d'eau et de têtes de bœuf, et l'un d'eux lui donna un coup de hache sur la tête, de sorte qu'il s'affaissa sous le coup, et que son sang sacré tomba sur le sol. Et c'est ainsi qu'il envoya sa sainte âme dans le royaume de Dieu. Daniel Königsberg qui nous lisait cet extrait qui raconte la capture d'Alphège. Alors là, on est à Canterbury, c'est l'archevêque de Canterbury. On est tout début 11e siècle. Dans cette histoire-là, bien sûr, nous avons une narration, la vie d'un saint qui ne peut suivre que des schémas attendus, et puis avec le sang qui s'écoule sur le sol. Et c'est intéressant, on a beaucoup de cas, Jean-Louis Parmentier, vraiment d'individus capturés dont on connaît l'histoire, parce que s'il meurt là-bas, alors dans le cas d'un religieux, il devient saint, j'imagine. Alors oui, effectivement, avec toute la précaution à prendre par rapport à ces textes, les sources hagiographiques, justement, sont celles qui narrent le plus justement la vie des individus capturés, à l'inverse des chroniques, qui sont vraiment très avares en termes justement de détails, où le schéma est pratiquement presque le même. Des Vikings sont arrivés à tel endroit, ils ont fait ça, ils ont capturé tel individu, et on passe au fait suivant. Là, effectivement, donc oui, donc cet extrait explique ce qu'il se passe par rapport à Alphège. Et puis on a donc cette mort un peu particulière où il a vraisemblablement refusé ou pas eu justement cette rançon pour pouvoir se racheter et être libéré. Et les Vikings s'adonnent justement une espèce de rituel de lui jeter des os, des petits os, donc des os de bœuf. Tête de bœuf, visiblement c'est pas ça qui l'a tué. Et la question était de savoir, est-ce que c'est une pratique courante que les Vikings font vis-à-vis de leurs captifs? Bon, il semblerait que non, hein, c'est un châtiment qui était de manière réservée, je veux dire, à titre exceptionnel. Ils n'avaient pas forcément l'habitude de faire ça, et ça revient aussi parfois dans des sagas, le fait de jeter des petits os comme ça. Alors c'est sagas assez tardives, hein, il y a celle de Rolfer Kraki qui date du XIVe siècle, où un certain auteur, on nous dit, voilà, avait l'habitude de subir des brimades et d'être frappé par des petits os. Mais voilà, c'est un texte qui a été écrit à peu près 400 ans après ce qui se passe dans la chronique anglo-saxonne pour Alphège. Un autre cas sur lequel nous avons pas mal de renseignements, c'est la capture justement de Findan dans la vie de Saint Findan. Alors c'est un texte assez exceptionnel parce que donc on nous dit que Findan est un aristocrate irlandais. Il vient donc du Leinster, donc du centre de l'Irlande. Et c'est intéressant parce que au début de ce texte, on nous dit que son père lui donne une certaine somme pour aller racheter sa sœur. Donc déjà, on sait que sa sœur a été capturée par des banques vikings qui étaient probablement dans un Longport, pas très loin. Il y va, mais il est capturé à son tour. L'un d'entre eux décide qu'on ne peut pas justement conserver quelqu'un qui a amené l'argent d'une rançon. Il est libéré, sauf qu'il tombe dans un guet-apens, donc un guet-apens irlandais. Il essaie de se cacher dans une maison. Bon, son père est pris. Il est pris par des Irlandais et il est lui-même redonné. Donc il est capturé une deuxième fois, il est lui-même redonné justement à des Vikings, ce qui pourrait nous prouver justement effectivement que certains Irlandais étaient en contact avec des Vikings pour capturer des gens pour eux, en fait une espèce de sous-traitance, on pourrait appeler ça comme ça. Il est ensuite emmené justement dans le bateau, donc ils prennent la mer pour retourner vers le nord, et là ils tombent sur une autre bande de Vikings. C'est un texte assez incroyable, hein. Une autre bande de Vikings. Ils décident de retirer
donc Findan est entravé, hein, on dit qu'il est entravé, il essaie de retirer les liens de Findan, il l'aide justement à combattre les autres Vikings, et il se dit, finalement, je vais peut-être m'en aller. Donc c'est là où justement la géographie prend toute sa place. Elle traverse à la nage les Orcades, enfin la fait autour des Orcades. Il arrive justement sur le continent. Il devient pèlerin à Rome et il finit sa vie dans le monastère de Reichenau en Suisse. Mais recoupé avec d'autres sources, ce n'est pas justement faux, ce qui pourrait lui arriver, d'être capturé par des Vikings en Irlande, d'être capturé une seconde fois, et d'essayer de payer, et d'être un médiateur qui veut payer justement l'argent de quelqu'un de sa famille. C'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres sources. François Saint-Jour, aujourd'hui nous nous intéressons à la violence réelle et fantasmée des Vikings avec ce groupe, la Vardruna, c'est vraiment la Norvège qui est avec nous aujourd'hui, un groupe pas que masculin. Il y a aussi une femme dans ce groupe. Victor Barabino, dans cet univers particulièrement viril, celui des Vikings, en tout cas tel qu'il nous l'est présenté, est-ce que l'on a une présence féminine? Alors déjà du côté de la mythologie, on a cité les Valkyries, il y a des divinités féminines très présentes? Oui, tout à fait. On pense notamment, premièrement, à Freya, qui est vraiment la divinité féminine qui a le plus de place et qui est d'ailleurs directement liée aux Valkyries. Justement, c'est un peu la chef des Valkyries, puisque les Valkyries sont envoyées sur le champ de bataille pour récupérer les guerriers morts au combat, à la fois par Odin et par Freya, qui donc ont des rôles assez complémentaires, en fait, d'après ce que nous décrit Snorri Sturluson dans la mythologie scandinave. Alors pour ce qui est de la société scandinave en elle-même, les femmes y tiennent une place qui est en fait assez équivalente à celle qu'on trouve dans d'autres régions de l'Occident médiéval de l'époque. La vision qu'on a aujourd'hui de femmes vikings émancipées, si je puis dire, est assez fausse, a priori, puisque de ce qu'on sait archéologiquement, historiquement, les femmes n'ont pas un rôle particulier dans ces sociétés, et c'est largement des fantasmes qui se sont développés par la suite. Alors, on a également dans la littérature scandinave un peu plus tardive, un 12e, 13e, 14e siècle, dans les sagas par exemple, des figures de femmes guerrières qu'on appelle des Shildmaiden en anglais, des Skjaldmeyjar en scandinave, et qui sont donc ces femmes au bouclier, ces femmes qui font la guerre et qui se comportent comme des hommes. Mais nous n'avons aucune trace réelle de ces combattantes, donc de ces femmes combattantes, si ce n'est des hypothèses qui ont été faites récemment sur une tombe retrouvée à Birka en Suède, l'île de Birka, la tombe BJ 581, dans laquelle on a retrouvé à la fois une dépouille féminine et un certain nombre d'attributs guerriers, ce qui a pu donc susciter différentes hypothèses, mais à ce jour c'est le seul cas réellement que nous avons qui pourrait suggérer que les femmes combattaient par exemple à cette époque, et donc une seule preuve n'est pas suffisante pour affirmer cela. Voilà, il ne faut pas généraliser bien sûr la preuve, mais malgré tout, la preuve est là pour nuancer une vision complètement virile et viriliste de ce monde viking, ce monde complexe des Vikings, parce que c'est une durée assez longue, on l'évoque du 8e siècle, à la fin du 8e siècle quand ils apparaissent, et puis jusqu'à quand? C'est peut-être l'occasion de faire un petit tour en Normandie. Hugo Fresnel, vous avez travaillé sur ce monde très particulier, ce monde du duché de Normandie à partir de 911. Est-ce que nous avons encore des Vikings ici? Parce que c'est vraiment la question. C'est une fois installé en Normandie, peut-on encore parler de Vikings? Alors c'est en effet une question compliquée. Est-ce que les guerriers normands sont encore des guerriers du Nord d'une certaine manière? La réponse doit être un peu nuancée, mais globalement c'est plutôt non. Pourquoi? Parce que Rollon, son objectif, c'est de reprendre les attributs du prince franc et de s'inscrire dans la continuité des pouvoirs préexistants du pouvoir carolingien. Donc l'objectif théoriquement avec le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911, donc entre Rollon et le roi Charles le Simple, c'est de mettre fin aux expéditions scandinaves. Et Rollon va petit à petit, en tout cas c'est comme ça que le décrit du don de Saint-Quentin, qui en fait une éloge, il faut le garder à l'esprit, va chercher à adopter cette stature de prince franc et à laisser d'une certaine manière l'héritage scandinave derrière lui. Mais laisser cet héritage, c'est peut-être le laisser dans la pratique, mais pas forcément dans l'imaginaire, parce que du don de Saint-Quentin, pour différencier la dynastie normande
du reste des dynasties franques, des principautés franques, va mettre en avant cette origine scandinave, va la légitimer, va expliquer que finalement, certes, il était païen au départ, mais grâce au baptême, la dynastie normande a réussi à, si vous voulez, passer une étape qui la légitime et qui lui donne le droit. Dans la pratique, il y a encore des tensions. Il y a peut-être quelques raids qui continuent à être menés. On sait qu'il y a un marché aux esclaves à Rouen qui continue à être alimenté par probablement les expéditions scandinaves. On sait aussi que les ducs de Normandie, pendant tout le Xe siècle, vont utiliser au moins à 3 reprises des auxiliaires scandinaves, donc c'est-à-dire des troupes de bandes vikings qui sont recrutées par le duc de Normandie pour affronter ses ennemis. Ce qui, forcément, crée une image parfois un petit peu négative du point de vue des Francs qui peuvent encore décrire le duc de Normandie comme le duc des pirates. Mais dans les faits, c'est quand même plus un prince franc qu'un prince scandinave. Oui, c'est ça. Il veut ressembler au prince franc. Maintenant, il a un très beau territoire. Vous avez travaillé sur la conception et les usages de la violence du prince dans les mondes normands médiévaux. J'insiste sur le lait. C'est une thèse dirigée par Pierre Bauduin. Et ici, vous évoquez la violence du prince. Et pour les ducs de Normandie, nous en avons quelques-uns de connus, mais il y en a un qui remporte, c'est évidemment Guillaume le Conquérant. Et la tapisserie de Bayeux, cette broderie magnifique, nous montre énormément d'éléments qui nous font penser au monde scandinave, au monde viking. On pense par exemple aux bateaux. Au moment de traverser la Manche, on pense à ces bateaux. Alors, est-ce que c'est cet héritage scandinave ? Alors, pour les bateaux, oui. En effet, sur la tapisserie de Bayeux, donc c'est une longue broderie de plusieurs dizaines de mètres qui montre la conquête de l'Angleterre par le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, en 1066 avec la bataille d'Hastings. Et dans cette broderie, en effet, les bateaux utilisés par l'armée normande pour traverser la Manche sont des bateaux de type scandinave, donc c'est-à-dire construits à clin sur les formes scandinaves, donc apparentés à des landscapes, ce qu'on a appelé faussement drakkar pendant longtemps en France et dont on retrouverait des traces archéologiques plutôt en Scandinavie. Mais en fait, dans la tapisserie, il n'y a que ça de véritablement scandinave. Le reste de l'armement et la façon de combattre, ce qui est mis en avant, c'est plutôt les charges de cavalerie de l'armée normande. Et là, on est assez loin des bandes armées vikings qui certes avaient des chevaux, on le sait par exemple au siège de Paris, où visiblement ils ont des chevaux, ou en tout cas cette charge de cavalerie, on est déjà dans un autre monde guerrier. Mais ça veut dire que si l'on regarde cette broderie, la tapisserie de Bayeux, ce que l'on voit, c'est plutôt une manière de combattre qui correspond au monde franc, et pas au monde scandinave. Alors, oui, au monde franc du XIe siècle en tout cas. Parce que entre la façon de combattre des Scandinaves au tout début de l'époque, de ce qu'on appelle l'époque viking, à la fin du 8e, début du 9e siècle, et la façon de combattre des Scandinaves au milieu du XIe siècle, il y a aussi une grande évolution. Et finalement, entre la conquête de l'Angleterre par le roi danois Knut le Grand dans les années 1016-1017 et la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, on retrouve des batailles rangées, alors certes avec plus de cavalerie peut-être côté normand, mais on est déjà dans un monde de la guerre qui est en pleine évolution par rapport au 9e siècle. Et puis, ça ne veut pas dire que ces gens du Nord cessent leur raid ou cessent de chercher des captifs. Jean-Louis Parmentier, nous l'entendons, en 911, c'est ce traité de Saint-Clair-sur-Epte. Une partie des Scandinaves s'installe en Normandie, bien sûr, mais il reste tous les autres là-bas en Scandinavie. Oui, tout à fait. Et pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Hugo, c'est aussi intéressant d'analyser le discours en fait des auteurs, notamment de certains auteurs normands, par rapport à ce que faisaient les Vikings et la réaction aussi justement des princes francs. Par exemple, Dudon, si on prend le cas de Dudon de Saint-Quentin, il déplore ce que font les rois francs par rapport justement aux Vikings et par rapport aux captifs. Il parle quand même de nation délaissée. Voilà, la nation délaissée, c'est-à-dire pendant combien de temps, jusqu'à quand les Vikings vont continuer à faire des captifs, à demander des rançons, à exiger des tribus aussi, qui vont justement affaiblir considérablement le pouvoir des rois carolingiens. Et puis, on a aussi, par exemple, Guillaume de Poitiers. Guillaume de Poitiers, pareil, lui considère que ceux qui se sont fait capturer par des Vikings, ce sont des ratés. Voilà, sont carrément des ratés. Ils n'ont pas réussi à s'échapper. Voilà, ils n'ont pas réussi à combattre. Donc oui, on peut avoir un discours
comme ça qui peut être assez dur. Ouais, puis dans cette violence supposée et réelle, il faut quand même le dire, de ces Vikings, c'est vrai que ces gens du Nord ont un avantage, et ça c'est incontestable, les dieux combattent à leur côté. Ils participèrent à une bataille avec le dieu Baldur. On aurait pu y voir des hommes affronter des dieux. Du côté de Baldur combattaient Odin, Thor et des bataillons de divinités, les forces divines et humaines s'opposant dans la lutte. Hother, vêtu d'une tunique à l'épreuve des épées, perça les formations les plus denses des dieux et offrit aux habitants du ciel autant de violence qu'un terrien le peut. Mais Thor brisa les défenses de leurs boucliers avec sa massue de chêne. Aucune armure ne pouvait résister à ces terribles coups. Personne ne pouvait y survivre. Tout ce qu'il frappait était écrasé. La victoire aurait été remportée par les dieux si Hother n'avait pas rendu la massue inutile, en coupant le manche. Privés de cette arme, les dieux fuirent. Que les dieux étaient vaincus par les hommes pourrait être difficile à croire, mais les récits anciens l'attestent. Nous disons Dieu, plus par supposition que par vérité. Et nous leur donnons le titre de divinité par coutume populaire et non par leur nature. Daniel Königsberg dans le cours de l'histoire qui nous lisait cet extrait de la geste des Danois de Saxo Grammaticus. Dites-nous, Victor Barabino, c'est bien ça, les hommes l'emportent sur les dieux, c'est une sacrée histoire, mais on voit bien cette violence prégnante. La violence, et je ne parle pas de la violence réelle qui existe, mais la violence supposée, véhiculée et parfois fantasmée, est-elle utilisée par ces guerriers venus du Nord dans leur mythologie aussi, tout simplement pour faire peur? Enfin, c'est beaucoup plus simple de gagner un combat quand on fait très très peur. Oui, il semblerait effectivement que les divinités accompagnaient mentalement les guerriers sur le champ de bataille à l'époque viking et ensuite dans le monde scandinave. Et c'est ce que nous disent certaines sources comme la poésie skaldique et l'archéologie, puis des sources tardives comme les sagas, même si donc ces sources tardives sont à prendre avec certaines pincettes. Ici, la geste des Danois, c'est une source donc tardive effectivement puisqu'elle date de la fin 12e, début 13e siècle. Et Saxo Grammaticus, qui en est l'auteur, est un clerc danois qui est de confession chrétienne, donc il a une vision très particulière, évidemment, de ces divinités. Et dans le passage qu'on vient d'entendre, il nous dit explicitement qu'il ne les considère pas vraiment comme des divinités. Pour lui, ce sont en fait des hauts personnages du monde scandinave qui ont été divinisés par les populations en question, mais qui, aux yeux des chrétiens, sont de faux dieux, en fait. Qu'est-ce qui reste, Hugo Fresnel, dans le monde normand? Et je parle ici de la Normandie, de tout cet imaginaire violent porté par la mythologie. Est-ce que cela est mis en avant, revendiqué ou complètement oublié, effacé? L'aspect mythologique, c'est-à-dire la référence aux dieux scandinaves, est complètement effacé. Le baptême de Rollon en 911 efface en fait ce qui pourrait être considéré comme une tâche sur la dynastie normande dans un monde chrétien, et au contraire, l'objectif des ducs de Normandie, mais aussi de leur aristocratie, c'est de devenir presque des champions de la chrétienté, presque plus chrétiens que d'autres. Ils vont restaurer l'abbaye du Mont-Saint-Michel, ils vont installer des moines au Mont-Saint-Michel, ils vont restaurer plusieurs abbayes normandes qui avaient été pillées dans les siècles précédents par les Vikings. Et certes, on a quelques traces dans des lettres des archevêques de Reims que la conversion a peut-être pris quelques années pour que tous les Normands qui s'installent en Normandie vraiment deviennent chrétiens, mais en tout cas assez vite, le paganisme, a priori, n'existe plus en Normandie et on ne fait plus référence à ça. C'est plutôt au contraire dans nos jugements contemporains, au 19e et jusqu'à la première moitié du 20e siècle, où on va continuer à penser, à voir dans ces Normands les héritiers de cette violence scandinave et finalement fantasmer un petit peu l'image de Normands, ici les Normands de France, qui seraient héritiers d'un passé violent, d'une identité violente et particulièrement plus guerrière que les autres, alors qu'en fait ce n'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette violence du prince, dans les mondes normands? Et là je reprends un bout du titre de votre thèse, les mondes normands, parce qu'il faut rappeler que les Normands ne sont pas qu'en Normandie, chez nous en France, ils vont jusqu'en Sicile. Oui, en effet, une fois que le duché de Normandie s'est consolidé, il y a eu deux mouvements d'expansion. Un mouvement vers l'Angleterre, on en a parlé, sous l'égide du duc Guillaume le Conquérant, et un mouvement vers l'Italie, qui là beaucoup plus désordonné. Ce sont des aristocrates normands qui partent
en Italie pour y devenir mercenaires, et au fur et à mesure du poids qu'ils y prennent, ils arrivent à se tailler leur propre principauté. Donc déjà, il y a une grande différence entre les deux cas, et donc une différence dans la violence qu'on déploie. Quand Guillaume le Conquérant réprime les Anglais, ce n'est pas parce qu'il est héritier d'une violence particulière, mais c'est parce qu'il devient leur roi, il est sacré comme tel, et en fait, ce qu'il mate, c'est des rébellions à ses yeux, et pas un conflit qui serait un conflit ethnique, ça c'est une vision complètement dépassée. En Italie, c'est une violence qui est plus diffuse et qui pose plus de problèmes, parce que ce sont vraiment des mercenaires qui doivent forger leur propre principauté, réussir dans un jeu très concurrentiel, très compétitif, à s'imposer dans le paysage local. Ce qui, à la fois, les pousse à utiliser des violences plus transgressives, avec des pillages contre des abbayes quand il le faut, à vivre parfois presque comme des brigands dans les sources contemporaines qui nous les décrivent, mais aussi à savoir jouer sur la négociation, la clémence, le compromis, la capacité à trouver des alliés locaux par les mariages, par des intérêts communs, par opportunisme aussi. Oui, c'est ça. Hein. C'est un long processus pour passer de guerrier d'Odin à chevalier du Christ, Victor Barabino, parce que vous portez votre étude sur ce monde-là, mais jusqu'au XIVe siècle. Hein, s'il faut attendre longtemps pour assister à une christianisation de ce monde scandinave. Absolument. C'est une christianisation vraiment très progressive qui s'immisce dans la culture scandinave, qui va avoir quand même, je dirais même les cultures scandinaves en fait. Hein, il faudrait en parler au pluriel. Cette imprégnation chrétienne se fait sur des siècles, hein, et vraiment elle commence dès les premiers siècles de notre ère et elle s'étend jusqu'au Moyen-Âge tardif, en tout cas pour la chronologie qu'on a l'habitude d'utiliser par chez nous. Donc effectivement, pour les sociétés scandinaves, ce christianisme devient une forme d'acculturation à l'Occident, ça devient aussi un outil pour les monarchies émergentes en Scandinavie d'affirmation de leur pouvoir, de légitimation de leurs souverains. Et effectivement, ça va aussi permettre aux armées, aux forces militaires qui se constituent et se structurent entre le XIe et le XIIIe siècle, hein, grosso modo, d'avoir des références culturelles communes et une éthique militaire commune également autour d'idées comme la guerre juste, la guerre sainte, l'éthique du compagnon d'armes et du frère d'armes, etc. Donc il y a vraiment un lien à faire, à mon avis, entre cette culture militaire et la culture religieuse en Scandinavie médiévale. Hugo Fresnel. Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que dit Victor, le christianisme, c'est aussi une façon d'aller à la guerre. Croire en Dieu, c'est croire dans le jugement de Dieu à la guerre. La bataille est gagnée parce qu'on a le soutien du Dieu chrétien dans quelque espace de l'Occident. Et là-dessus, je pense que Victor a complètement raison en insistant sur ce point. Le christianisme accompagne aussi les guerriers. Les guerriers sont aussi des guerriers chrétiens qui doivent faire pénitence pour leurs actes, qui sont conscients aussi d'un nouveau rôle qu'on leur donne, à la fois de la part de l'Église, qui fait l'éloge de la nouvelle chevalerie, pour reprendre l'expression de Bernard de Clairvaux. Cette chevalerie qui va avoir un ethos particulier, une éthique particulière, et qui va mettre la violence au service de l'Église, au service de la chrétienté, et donc à la fois réguler la violence, mais la légitimer en même temps. Richet de Reims, Dudon de Saint-Quentin, Bernard de Clairvaux, on les cite, hein, les sources aujourd'hui. Non, mais c'est toujours intéressant de revenir à la source et c'est même fondamental. Jean-Luc Parmentier, avant que tout cela renaisse au 19e siècle et aujourd'hui, ça dure, il y a malgré tout temps et temps, quand il est question de violence, d'images, mais terrifiantes dans ce monde scandinave avec, il n'est qu'à évoquer l'aigle de sang qui terrifie encore. Vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ? Alors, vous avez lu dans mes pensées, parce que justement, je comptais en parler, puisqu'on évoquait la chrétienté, le rapport justement des chrétiens à la violence, mais c'est aussi le rapport des auteurs chrétiens avec une violence qui pourrait être considérée comme passée. Si on prend par exemple le cas, on a parlé de Saxo Grammaticus, par exemple, voire même chez des auteurs de sagas comme Snorri Sturluson, eh bien, revient à plusieurs reprises effectivement ce qu'on appelle le Bloodhorn, c'est-à-dire littéralement l'aigle de sang, qui visiblement consistait à
à avoir entre ses mains un prisonnier, enfin du moins quelqu'un dont on a privé de liberté, qu'on enchaîne et on lui traçait justement à l'épée ou à la hache une espèce de grosse entaille sur le dos pour mettre la chair à l'air, libérer les organes et laisser la personne pourrir comme une charogne. Alors, du point de vue d'un auteur chrétien, c'est un détail qui est très intéressant parce que c'est-à-dire que la personne n'a pas de sépulture et d'autant plus que là, chez Saxo ou même chez Snorri, quand ces passages reviennent, on parle de personnes qui ne sont pas chrétiennes. Donc, le tout, c'est aussi de s'interroger sur est-ce que cette pratique a réellement existé ? Est-ce que c'est plutôt justement un fantasme mis en avant par des auteurs chrétiens pour dire voilà, c'était de féroces païens. Aujourd'hui en Scandinavie, nous ne sommes plus comme ça. On a essayé d'adoucir un petit peu les mœurs. Donc, est-ce que c'est quelque chose d'inventé par les auteurs chrétiens ? Est-ce que ça a réellement existé ? Et si c'est le cas, comment ? Bon, on a évoqué la série Viking qui met justement cette pratique en avant, mais la série Viking, je pense, écrit plutôt une saga que l'histoire. En fait, en réalité, puisqu'elle s'appuie beaucoup sur, par exemple, Adam de Brême, ce que dit Adam de Brême par rapport au sacrifice. Elle utilise beaucoup ce qui était décrit dans les sagas. Et puis, dernière chose, c'est peut-être aussi justement une réminiscence de pratiques de torture peut-être utilisées dans l'Antiquité, puisqu'on sait que les auteurs chrétiens, et en particulier aussi les auteurs de sagas, avaient on va dire, une bibliographie importante concernant justement les auteurs antiques. Donc ils ont peut-être pu utiliser pour ça. Victor Barabino, parce que c'est vraiment ça le piège avec ce monde qui nous intéresse, celui des Vikings, se départir de nos représentations d'aujourd'hui, retourner aux sources, c'est formidable, mais les sources elles-mêmes sont tellement biaisées qu'il s'agisse de sources chrétiennes ou même des sagas. Dans tous les cas, c'est méfiance. Absolument, c'est la grande complexité de l'étude de ce monde scandinave ancien et médiéval, c'est que la plupart des sources sont tardives, datent de l'époque chrétienne pour la plupart d'entre elles, puisque la littérature en langue norroise, en langue scandinave ancienne, se développe en fait principalement à partir de la christianisation du monde scandinave, donc principalement à partir du Xe, XIe siècle, à une époque où les Red Vikings sont déjà en train de diminuer et de disparaître. Avec Hugo Fresnel, ce paradoxe dans le cas des Normands, on l'entend bien, du temps des ducs de Normandie, à partir du Xe siècle, quand les Normands s'installent ici, il y a une volonté de se séparer de cet imaginaire pour paraître prince chrétien associé au prince latin ou au prince franc, très bien. On met de côté la mythologie nordique, très bien. Et aujourd'hui, en fait, dans l'identité normande, il y a ce retour vers ce passé lié aux Vikings. Ça fait partie aussi de la complexité de l'étude. En effet, alors il y a eu tout un tournant, alors ce qu'on appelle le médiévalisme maintenant, cette étude de l'image du Moyen-Âge dans nos sociétés contemporaines à nous. En effet, la place du Viking est très importante en Normandie, a forgé un certain nombre de conceptions. En 1911, justement, il y avait eu ce qu'on appelle le millénaire normand, avec de grandes fêtes et une réplique d'un landscape sur la Seine pour justement mettre en avant ce passé des ducs de Normandie et cette origine scandinave. Mais globalement, il faut là aussi balayer un peu les mythes. Ces Scandinaves étaient une petite partie de la population. Tous les Normands ne sont pas descendants de Vikings. Et les rares études qui ont été menées sur cette question montrent justement, au contraire, comme dans toutes les régions de France, un grand brassage de population. Voilà, c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui. Oui, la violence viking, elle est là. On est tous d'accord, on peut pas le nier. Il y a de la violence viking, mais la nuancer en comparaison avec ce qui se passe à côté. On va dire, on est dans des sociétés violentes un peu partout. Oui, c'est ça. Et surtout, il faut garder à l'esprit que avec la christianisation en Normandie et peut-être aussi en Scandinavie, un idéal de modération aussi dans la violence guerrière est mis en avant. On va rançonner, capturer l'adversaire, on va éviter de trop tuer, on va éviter certaines pratiques, ce qui n'empêche pas des débordements, des transgressions, mais ce qui pousse en effet à nuancer une image de violence débridée. Voilà, vous aussi, vous nuancez, Jean-Luc Parmentier, c'est bon. Oui, tout à fait. Donc,
Bon, on nuance tous cette violence et surtout, on attend vos publications à tous les trois. Hein. Jean-Louis Parmentier, je rappelle que vous travaillez sur les rançons et les rachats de captifs. Hugo Fresnel, vous, c'est la Normandie, les ducs de Normandie et leur violence. Et on l'entend bien, elle n'est pas une violence scandinave. Et puis Victor Barabino, vous travaillez sur ces guerriers dodéens qui deviennent des chevaliers du Christ. C'est aujourd'hui ce qui nous intéressait dans le cours de l'histoire, casser un petit peu les clichés. C'est un boulot quotidien, mais qu'est-ce que c'est plaisant. Merci vivement à tous les trois. Merci. Merci beaucoup. Vite, va-t'en! Ou reste et fais face à ton sort maintenant! Oh! Non, 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 non! Qu'est-ce qu'il dit? Que tu n'es pas danois et que c'est pour ça que tu respires encore. Moi et le roi Rodgar sommes liés par le sang! Par le sang, par le sang, par le sang! Oh! Il dit que c'est ton fardeau. Mon fardeau est de te savoir encore en vie! Descends un peu ici, et je te jure que je vais t'enfoncer toutes ces pierres en plein dans le derrière! Non, 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 non! Pourquoi ne veut-il pas se battre? Pourquoi il le voudrait? Tu ne lui as rien fait. C'est un très bon argument, effectivement. Pour aller plus loin, la revue médiévale des presses universitaires de Vincennes avec ce numéro consacré aux guerriers du Nord. Voilà, comme ça on dit pas viking. Et puis, vous signalez les mythes vikings, la série documentaire de François Bunel sur Arte TV avec Odin, Loki, Thor et son marteau. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Merci aux équipes de France Bleu, Lorraine Nord à Metz. Merci à Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copé, Chloé Rouillon et Maïwen Guizou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.